Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naître avec une boussole pointée vers le succès, tandis que d'autres, malgré tous leurs efforts, vivent coincés dans le même cycle de lutte et de frustration? Lui aussi se le demandait chaque jour. Il se levait tôt, suivait sa routine, faisait les bonnes choses, et pourtant, rien ne changeait. C'était comme courir sur un tapis roulant. Il transpirait, s'épuisait, mais n'avançait pas. La sensation était suffocante. Ce n'était pas une douleur lancinante, celle qui fait pleurer ou qui fait s'effondrer quelqu'un. C'était pire. C'était silencieux. Une angoisse sèche qui lui serrait la poitrine à la fin de la journée, quand son salaire s'arrêtait plus tôt que prévu, quand les factures s'accumulaient, quand il regardait autour de lui et voyait les autres prospérer, et se demandait si quelque chose clochait chez lui. Mais il ne l'a jamais dit à voix haute. Il a appris qu'un homme, un vrai, peut encaisser, que se plaindre est une faiblesse. Alors chaque jour il faisait semblant. Il prétendait que tout allait bien, qu'il était sur la bonne voie, que ce n'était qu'une question de temps. Et pendant ce temps, à l'intérieur, quelque chose mourait lentement. Sa motivation s'effritait, ses rêves s'amenuisaient, son identité s'estompait. Il souriait extérieurement, mais il portait un cri en lui. Et c'est précisément là que commence la vérité que personne ne vous dit. Le problème n'est pas la quantité de travail que vous fournissez. C'est dans comment penses-tu pendant que vous travaillez. Parce qu'il y a des pensées ancrées qui sabotent votre richesse, même lorsque vous agissez correctement en apparence. Et le premier d'entre eux est le plus dangereux. Parce qu'il vous convainc qu'il est trop tard pour changer. Mais est-ce vraiment le cas? Découvrons-le maintenant. Si cette douleur silencieuse vous hante aussi, vous êtes au bon endroit. Ici, nous vous aidons à ouvrir les portes de votre esprit, à briser le cycle et à activer votre transformation. Si ce message vous a touché, c'est que vous faites déjà partie de ce mouvement. Inscrivez-vous dès maintenant et laissez un j'aime. La transformation commence ici. Au fond de lui, il croyait avoir tout essayé. Cours, vidéos, livres, méthodes, mentorat. Il avait suivi des gourous, écouté des conseils et reproduit des formules. Et pourtant, sa réalité restait inchangée. Rien ne semblait pouvoir briser ce cycle. C'était comme si l'univers l'ignorait. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à répéter, presque comme un mantra inconscient, une phrase apparemment anodine, mais extrêmement toxique. « J'ai tout essayé ». Cette affirmation, aussi simple qu'elle puisse paraître, est une phrase silencieuse. Elle scelle l'esprit. Elle ferme les portes intérieures et fait du cerveau un prisonnier de sa propre zone de confort. Car en prétendant avoir tout essayé, non seulement il ferme les portes du possible, mais pire encore, il se décharge de la responsabilité de poursuivre ses recherches. Jim Rohn a déclaré avec une clarté brutale « Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite plutôt être meilleur ». Et cette phrase est porteuse d'une vérité troublante, car ceux qui disent avoir tout essayé n'ont généralement tenté que ce qui ne les a pas confrontés à leurs peurs les plus profondes. Ils ont essayé ce qui était pratique, rapide, confortable, mais ils ont évité le plus difficile, regarder en soi, briser les schémas, faire taire l'ego et entreprendre ce qui exige une véritable transformation. En vérité, personne n'essaye tout, personne, car tout implique de réessayer avec plus de discipline. Cela implique d'éliminer les distractions, de rompre avec les relations toxiques, de changer sa façon de se parler et surtout d'accepter que la faute ne vient peut-être pas du monde, mais de la façon dont on interprète les événements. Dire « j'ai tout essayé » est, le plus souvent, une défense émotionnelle pour éviter de ressentir à nouveau la douleur de la frustration. Mais c'est précisément à ce stade que peu ont le courage d'aller plus loin, car cette pensée, bien qu'apparente, est réconfortante. Elle éloigne la culpabilité, mais empêche aussi de grandir. Elle offre une justification mais aucune solution. Elle habille la stagnation d'une noble excuse. Et croyez-moi, l'esprit adore les nobles excuses. Le problème, c'est que les excuses ne paient pas les factures. Elles ne créent pas de richesse. Elles ne créent pas la liberté. Elles ne font qu'alimenter le cycle qui vous détruit silencieusement. Et si ce n'était que la première couche d'un réseau de pensées qui érode vos progrès? Et si la pensée suivante était encore plus perfide, parce qu'elle vous fait croire que attendre est prudent? C'est ce que vous allez comprendre maintenant.
Maintenant, répondez-moi honnêtement et sans filtre. À quand remonte la dernière fois où vous avez tout arrêté et fait un véritable diagnostic de votre état d'esprit? Pas d'auto-illusion, pas de belles excuses. Juste vous avec vous-même. Commentez ici. Quelle pensée vous paralyse le plus aujourd'hui? Je veux lire chaque réponse, car reconnaître ce qui vous retient est la première étape pour vous libérer. Pendant des années, il a répété cette phrase comme une prière silencieuse. Ce n'est pas encore mon heure. Il se la répétait lorsqu'il voyait quelqu'un prospérer. Il la répétait lorsqu'il envisageait de créer une entreprise, de déménager dans une nouvelle ville ou de prendre une décision qui exigeait du courage. Il la répétait pour apaiser sa peur, pour justifier sa paralysie, pour éviter l'inconfort du risque. Et ainsi, jour après jour, année après année, il a déguisé ce mensonge en prudence, alors qu'en réalité c'était de la peur déguisée en sagesse. L'attente a un déguisement très convaincant. Elle se présente comme de la patience, comme de la planification, comme un timing divin. Mais souvent, derrière elle se cache l'insécurité. C'est la peur d'échouer publiquement. C'est une voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes peut-être pas à la hauteur. Alors, vous repoussez, vous projetez, vous attendez le scénario idéal qui n'arrive jamais. Pendant ce temps, d'autres, souvent moins préparés, moins intelligents, moins expérimentés, continuent. Jim Rohn a déclaré « Vous pouvez soit attendre le moment parfait, soit agir et le rendre parfait. » Et c'est là toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui rêvent. Ceux qui attendent trop longtemps deviennent experts en excuses élégantes. Ils utilisent des phrases comme « ce n'est pas le moment, il faut que je m'organise mieux, je commence la semaine prochaine » et chacune semble logique, elle semble stratégique. Mais au fond, elles ont toutes la même racine, la peur. Le moment idéal n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'action au milieu de la peur. Cela commence par l'incertitude. C'est faire le premier pas d'une voie tremblante. Car c'est précisément là que commence la croissance. Le courage n'est jamais premier, il naît dans l'action. Et ceux qui attendent le courage pour agir n'arriveront à rien. Le grand piège de l'attente, c'est qu'elle vous enivre. Elle vous donne l'illusion du contrôle. Elle vous donne l'impression d'être productif, même bloqué. C'est comme ranger toute la maison, pour ne pas avoir à écrire le projet qui pourrait changer votre vie. Il s'agit de rester occupé pour ne pas avoir à s'engager. Mais il y a quelque chose d'encore plus dangereux que d'attendre. C'est quand on commence à croire que sa réalité est bloquée, parce que pas de chance, cette croyance est subtile, mais elle vous saisit encore plus profondément. Allons maintenant à la racine de cette pensée lâche. Si vous avez déjà utilisé cette expression « ce n'est pas encore mon heure », commentez ci-dessous avec un « je l'ai déjà dit », juste pour que je sache que vous me suivez. Cette chaîne n'est pas pour ceux qui ont déjà réussi. Elle est pour ceux qui en ont assez de remettre à plus tard leur propre changement. Et si vous êtes ici jusqu'ici, c'est parce que vous faites partie de ce groupe qui a vraiment choisi de changer. On continue ensemble? Je veux lire votre commentaire. Il a commencé à y croire après tant de tentatives infructueuses. Il regardait ses amis qui s'étaient enrichis tôt, les influenceurs devenus célèbres de nulle part, les connaissances qui avaient réussi, et il pensait « ils ont eu de la chance. Pas moi ». C'était une phrase qui lui venait naturellement, presque automatique, et aussi douloureuse qu'elle puisse paraître, elle apportait un réconfort toxique, le soulagement de ne pas être responsable. Car si tout dépendait de la chance, alors il n'était pas un raté. Il n'avait simplement pas de chance. Mais cette croyance apparemment inoffensive était une prison, une cellule sans barreaux, construite au plus profond de soi. Car ceux qui croient que le succès est une question de chance n'ont jamais l'impression d'avoir le contrôle. Ils n'assument jamais l'entière responsabilité. Ils ne recherchent jamais ce qui les transforme vraiment. Ils se contentent d'observer la vie en spectateur, espérant qu'un miracle leur tombe du ciel. Jim Rohn a été direct, la chance apparaît lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Et cela change tout. Car la chance, dans ce contexte, n'est pas une coïncidence. C'est une conséquence. C'est le résultat de ceux qui plantent sans que personne ne les regarde. De ceux qui continuent d'étudier, même fatigués. De ceux qui disent non au plaisir immédiat et oui au processus. C'est l'effet secondaire de ceux qui décident de ne pas s'arrêter.
Se croire malchanceux est une façon sophistiquée d'abandonner. C'est un masque pour éviter d'admettre que l'on manque peut-être de cohérence, que l'on cherche peut-être des raccourcis plutôt que des fondamentaux, que l'on se distrait peut-être plus qu'on agit, et l'admettre est douloureux, car cela nous oblige à nous regarder honnêtement dans le miroir. Cela nous oblige à cesser de nous comparer et à commencer à construire. Cela nous oblige à accepter que personne ne nous sauvera, ni le destin, ni la chance, ni une opportunité magique. Tant qu'il considère les vainqueurs comme chanceux, il continuera de se considérer comme une victime. Mais lorsqu'il commence à les percevoir comme disciplinés, constants et engagés, la clé tourne. Son esprit change. Son discours intérieur se transforme. Et finalement, le jeu change. Mais avant cela, une autre pensée vous retient encore plus cruellement. Elle ne fait pas de vous une victime, mais elle vous transforme défendre la pauvreté comme si elle faisait partie de qui vous êtes. Et c'est exactement ce dont nous allons parler maintenant. Alors restez ici jusqu'à la fin. Cette pensée semble inoffensive, et même juste. Après tout, après tant d'efforts, tant de pression, tant de frustrations accumulées, il estimait mériter de conserver ce qui lui faisait du bien, les petits plaisirs, les récompenses immédiates, une routine confortable, quelques distractions qui l'aidaient à oublier la réalité, cette livraison à la fin du mois, les heures passées sur son téléphone avant de se coucher, ce repos bien mérité qui petit à petit est devenu le point culminant de sa journée. Mais il y avait un problème, ce qu'il disait était bon pour lui. C'était ce qui le maintenait immobile. C'était ce qui sapait son énergie, sapait sa concentration, sabotait sa discipline. Le confort était devenu un piège, la routine une captivité. Et le pire, il se défendait de cette prison comme si c'était la liberté. Il se répétait sans cesse qu'il ne voulait pas y renoncer, qu'il n'avait pas besoin de temps sacrifié, qu'il pouvait grandir sans souffrir. Mais au fond, il savait. Il préférait le soulagement passager à la croissance durable. Jim Rohn l'a dit clairement. Vous devez vous discipliner, sinon le monde vous disciplinera. Et quand il disait cela, il ne s'agissait pas seulement de se lever tôt ou de réduire ses dépenses. Il s'agissait d'avoir le courage de se libérer de ce qui ressemble à du plaisir, mais qui est en réalité une anesthésie. Ce qui vous fait du bien aujourd'hui peut précisément saboter votre avenir. Changer de vie implique de faire des concessions. Cela implique de perdre certaines choses pour en gagner d'autres. Cela implique de se détacher d'habitudes, d'environnements, de personnes et même d'anciennes versions de soi-même. Et il n'y a rien de mal à cela. C'est le cycle naturel de la croissance, mais pour ceux qui sont accros au confort, tout changement est vécu comme une souffrance. Tout sacrifice semble injuste. Et c'est là que beaucoup se retrouvent paralysés. Défendre un mode de vie qui ne sert qu'à les maintenir au même niveau qu'avant. Tant qu'il refusera d'abandonner ce qui le rend bon, il restera coincé avec ce qui le rend médiocre. Car tout ce qui réconforte ne guérit pas. Parfois, ce qui soulage le plus est ce qu'on repousse le plus. Mais il y a une pensée encore plus profonde et plus discrète. Une pensée qu'il exprimait rarement à voix haute, mais qu'il portait en lui dans chacun de ses actes. Une pensée qui dit, au fond, je ne mérite pas tout ça. Cette pensée n'est pas criée. Elle n'apparaît pas clairement dans les phrases. Elle est murmurée dans l'esprit, comme un écho timide qui façonne chaque décision. C'est ce sentiment qui surgit quand les choses commencent à bien se passer, puis qui soudain les sabote. Il annule une réunion importante, dépense l'argent qu'il avait mis de côté pour investir, disparaît de sa routine pendant des jours, se cache des opportunités comme quelqu'un qui fuit son propre reflet. Parce qu'au fond, il sent qu'il ne le mérite pas, non pas parce qu'il est mauvais, non pas parce qu'il ne veut pas réussir, mais parce qu'il a toujours été conditionné à croire qu'il existe une limite invisible à sa capacité de croissance. Il a entendu dire que l'argent change les gens, que ceux qui s'enrichissent oublient d'où ils viennent, que la vraie richesse est spirituelle. Et ces phrases, qui semblèrent des enseignements, ont pris racine et ont grandi comme une barrière dans son esprit. Jim Rohn a déclaré « Vous n'obtiendrez jamais plus que ce que vous croyez mériter ». Et c'est pourquoi tant de gens travaillent dur mais gagnent peu, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils portent un sentiment de culpabilité. Le sentiment de trahir leurs origines, d'être trop ambitieux,
d'en vouloir trop à la vie. Et cette culpabilité ne crie pas, elle sabote. Elle n'apparaît pas dans les histoires, mais elle s'infiltre dans les coulisses de leur esprit. Le problème, c'est que le monde ne vous donne pas ce que vous désirez. Il vous donne ce que vous acceptez. Et si vous croyez inconsciemment ne pas mériter l'abondance, malgré tous vos efforts, vos études et vos efforts, votre esprit trouvera toujours le moyen de ramener tout à l'état qu'il considère comme sûr. Même si cet état est la pénurie, il faut rompre avec ça, non pas avec colère, mais avec conscience. Vous n'êtes pas né pour survivre, vous n'êtes pas là pour vous débrouiller. Vous êtes fait pour vous développer, vous multiplier, grandir silencieusement et régulièrement. Mais rien de tout cela ne sera possible tant que vous vous croirez trop petit pour accomplir de grandes choses. Et croyez-moi, ce sentiment d'insignifiance se déguise souvent en vertu, en humilité, en simplicité. Mais en réalité, ce n'est que de la peur déguisée. Et c'est précisément la pensée suivante que nous allons affronter. Le piège de la fausse humilité. Il apprit dès son plus jeune âge qu'il lui fallait être humble, qu'il ne fallait pas se mettre en avant, qu'il était laid de vouloir trop, que les humbles héritèrent de la terre. Il portait donc cette vertu comme un bouclier qui le protégeait du jugement, de l'envie et du rejet. Mais, fil des ans, ce qu'il ne réalisait pas, c'est que ce bouclier devenait une entrave, car en vérité ce qu'il appelait l'humilité n'était qu'une forme déguisée de peur. Peur d'être remarqué, peur d'être critiqué, peur de grandir et de créer de l'inconfort. Alors il se taisait, il se rabaissait, il évitait de trop briller, et il justifiait tout cela par de belles phrases comme « Je n'ai pas besoin de grand-chose pour être heureux » ou « Je préfère vivre avec peu et en paix ». Mais au fond, il avait l'impression de se trahir, parce qu'il voulait plus. Il rêvait grand. Il imaginait une vie de liberté, de confort, d'impact, mais il s'en sentait coupable. Jim Rohn a déclaré « La véritable humilité, c'est savoir qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Mais cela ne vous empêche jamais de réussir. La fausse humilité, au contraire, vous éloigne de vos dons. Elle vous place dans un rôle de soumission déguisé en vertu. Elle vous oblige à accepter des miettes alors que le festin de la vie est étalé devant vous. Et vous restez assis là, convaincu que c'est mieux ainsi. La vérité, c'est que la société applaudit les petits et juge les ambitieux. Alors, pour être accepté, il s'est caché derrière cette image de modestie. Mais le prix à payer était élevé. Il a raté des opportunités. Il a enterré des idées. Il s'est contenté de moins, non par manque de compétences, mais par peur excessive déguisée en humilité. Il arrive un moment où il faut s'évader de cette prison mentale. Reconnaître qu'il n'y a rien de mal à vouloir grandir, à s'épanouir, à être un modèle, à avoir un impact. Être humble ne signifie pas disparaître. C'est grandir sans marcher sur les pieds de qui que ce soit. C'est rayonner de conscience. C'est s'épanouir avec détermination. Et tant qu'il ne comprendra pas cela, il continuera à rapetisser, même s'il a tout ce qu'il faut pour grandir. Il continuera à demander la permission d'exister. Il restera un personnage secondaire dans sa propre histoire. Mais que se passerait-il si, même avec des efforts, de la concentration et de l'action, l'esprit est-il toujours coincé dans des schémas qui sabotent tout en silence? Il est donc temps de comprendre pourquoi agir comme un riche avec une mentalité pauvre ne vous mène nulle part. Il se levait tôt, travaillait toute la journée, faisait des heures supplémentaires quand il le pouvait, et le week-end prenait même des petits boulots pour arrondir ses fins de mois. Il était toujours en mouvement, toujours occupé, toujours à la poursuite de ses objectifs. Il croyait donc avoir un état d'esprit de développement. Après tout, il n'était pas paresseux, il n'était pas complaisant, il se battait, il faisait sa part. Mais malgré tout, il restait bloqué. Sa vie financière stagnait, ses rêves s'éloignaient de plus en plus. Et une question sourde le taraudait. Pourquoi, même en faisant tout bien, rien ne change? La réponse est dure, mais libératrice, car il agissait comme un riche, mais pensait comme un pauvre. Et cela crée une fissure invisible qui anéantit tout progrès. Peu importe vos efforts, si le chemin est mauvais. Peu importe vos efforts, si les fondations sont fragiles. Il portait l'apparence de la discipline, mais il portait en lui les mêmes pensées limitantes que toujours. La peur de perdre, la difficulté d'investir,
la croyance que l'argent est rare, la concentration sur le court terme et une profonde résistance au changement. Jim Rohn a enseigné: le succès n'est pas une quête, c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Et devenir cette nouvelle personne exige bien plus qu'un effort physique. Cela exige une reconstruction intérieure, car un esprit défaillant ne se mesure pas à son compte en banque. Il se mesure à sa façon d'interpréter le monde, de réagir aux défis, de gérer son argent, ses opportunités, son temps. Le pauvre esprit vit dans la pénurie, même lorsqu'il commence à gagner plus. Il a peur d'investir. Il se sent coupable de vouloir plus. Il a honte de se démarquer. Et il finit donc par saboter ses propres réussites. Il dépense avant de planifier. Il évite les risques. Il troque la croissance contre le confort. Et surtout, il vit comme s'il ne méritait pas l'abondance. Et le plus cruel, c'est que ce genre de mentalité se déguise en humilité, prudence et responsabilité. Mais au fond, elle est motivée par la peur de l'échec, la peur d'être jugé, la peur de ne pas pouvoir pérenniser son propre succès. Il devait comprendre que le véritable changement commence de l'intérieur, qu'il ne sert à rien de chercher à se développer à l'extérieur si, intérieurement, on porte encore le poids de la pénurie. C'est comme construire un grand immeuble sur un terrain en contrebas. Tôt ou tard, il s'effondre. Et cet effondrement se manifeste par de mauvaises décisions, des opportunités ignorées et un auto-sabotage déguisé en logique. Alors, plus que d'agir comme un riche, il devait penser comme tel, respirer comme tel, décider comme tel, vivre comme quelqu'un qui sait qu'il mérite mieux, qui construit avec intention, qui investit consciemment. Et tout commence par une étape décisive, éliminer les déchets mentaux qui s'accumulent depuis des années. C'est exactement ce que vous allez apprendre à faire maintenant. Purifier l'esprit comme pour préparer le terrain pour une nouvelle vie. Tout ce qu'il vit aujourd'hui reflète ses convictions profondes. Cette affirmation peut paraître simpliste, voire cliché, mais s'il s'arrête un instant, il constatera que ses décisions, sa réaction face à l'argent, ses priorités et même ses proches ne sont pas déterminées par la logique, mais par des croyances profondes, répétées en silence depuis des années. Et ces croyances ne crient pas, elles murmurent. Et c'est précisément pour cette raison qu'elles sont dangereuses, parce qu'elles opèrent en secret. Elles minent sa force par la périphérie. Elles brisent les racines de la prospérité, sans même qu'il s'en rende compte. Il ne suffit donc pas de consommer du contenu, il ne suffit pas d'étudier ou de faire des efforts. Si cela ne fait aucune différence, nettoyage mental intentionnel, vous continuerez à essayer de planter dans un sol contaminé. Vous continuerez à tout faire correctement mais sans rien récolter, car les graines de la richesse ne poussent pas dans un sol rempli de mauvaises herbes, comme la peur, la culpabilité, une image de soi déformée et des croyances limitantes. La première étape vers cette purification commence dès maintenant. C'est simple, mais cela demande du courage. Prenez une feuille de papier, respirez profondément et écrivez avec une honnêteté brutale les pensées qui vous freinent le plus. Ne filtrez pas, ne jugez pas. Écrivez tout simplement. Exposez ce que votre esprit répète lorsque vous êtes seul. Des phrases comme « Je ne suis pas assez bien »,« Ce n'est pas pour moi »,« Je suis né comme ça »,« Tous les riches sont sales »,« L'argent m'éloigne de Dieu » ou même « C'est trop tard pour moi ». Après avoir tout listé, lisez chaque phrase en silence. Ressentez le poids de ces mots. Ressentez comment ils ont façonné votre vie jusqu'à présent, comment ils ont déterminé vos choix, vos limites et votre souffrance. Et puis, déchirez ce papier ou brûlez-le. Faites-le avec intention, non pas comme un rituel magique, mais comme une déclaration émotionnelle. Vous mettez fin à un cycle d'auto-sabotage invisible. Jim Rohn a déclaré « On ne peut pas changer ce qu'on tolère. Et tant que vous tolérerez ces pensées, même silencieuses, elles continueront d'opérer dans l'ombre. Elles continueront de prendre des décisions à votre place. Elles continueront de vous obliger à vous fixer là où vous devriez évoluer, à vous cacher là où vous devriez être visible et à accepter des miettes à votre naissance pour plus. Ce rituel n'est pas symbolique, il est nécessaire, car il n'y a pas de véritable changement sans rupture intérieure. On ne construit pas un état d'esprit de millionnaire,
sur la base d'un dialogue intérieur de défaite. L'esprit doit être pur, clair et préparé, non pas pour l'illusion de la richesse, mais pour un cheminement de croissance réel, solide et irréversible. Et maintenant que ce nettoyage a commencé, il est temps de faire quelque chose d'encore plus important. Regardez courageusement la laisse invisible qui retient encore votre esprit, même après tout ce processus. Car il existe une pensée finale, subtile et sournoise, qui semble inoffensive, mais qui continue de saboter votre liberté. Et c'est précisément de cela que nous allons parler maintenant, alors que nous concluons cette transformation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, une chose est sûre, vous êtes prêt à vous libérer de ce qui vous a enchaîné si longtemps, car il ne s'agit pas seulement d'identifier les pensées qui sabotent votre richesse, il s'agit de reconnaître qu'elles agissaient silencieusement alors que vous pensiez avoir le contrôle. Maintenant que ces voix ont été identifiées, exposées et confrontées, vous êtes confronté à un choix qui pourrait tout changer. Continuer à vivre en pilotage automatique ou reconstruire, brique par brique, votre nouvel état d'esprit. Cette reconstruction ne commence pas par l'argent. Elle commence par l'identité, par la posture, par le silence intérieur, par des décisions invisibles, mais qui, avec le temps, transforment tout autour d'eux. L'esprit millionnaire ne crie pas. Il n'a rien à prouver à personne. Il agit simplement en suivant une direction. Il sait où il veut aller. Et donc il rejette tout ce qui ne le mène pas à cette destination. Mais il y a un détail que vous ne pouvez pas ignorer. Même avec un nouvel état d'esprit, il y a habitudes invisibles, ancrées dans votre routine qui vous tirent sans cesse vers le bas. Ce sont des comportements automatiques, hérités de la pénurie, qui se répètent chaque jour, comme un poison lent. Et c'est pourquoi beaucoup tombent dans le même cycle. Ils pensent différemment mais agissent de la même manière. Ils évoluent intérieurement mais répètent les mêmes actions extérieurement. Le résultat? Ils retournent à la case départ, frustrés, épuisés et encore plus anxieux. Jim Rohn a averti, vous n'êtes pas payé à l'heure, vous êtes payé à la valeur que vous apportez. Et votre valeur se construit en coulisses, dans vos habitudes, dans vos petites décisions, dans ces moments où personne ne vous regarde. Si vous ne corrigez pas ces schémas cachés, votre état d'esprit aura peut-être changé, mais votre vie restera la même. Et c'est pourquoi la vidéo suivante est cruciale. Vous y découvrirez 7 habitudes que les personnes pauvres pratiquent tous les jours, même lorsqu'elles pensent être sur la bonne voie. Et le plus effrayant, beaucoup de ces habitudes semblent être le fait de personnes qui travaillent dur. Mais au fond, ce sont des pièges qui vous enferment dans un cercle vicieux de pénurie. Il est temps d'aller de l'avant, de plonger encore plus profondément dans ce processus de reconstruction. Vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Quelque chose en vous sait que vous êtes né pour plus, que le temps est venu de briser ce cycle, que vous méritez de vivre dans la liberté, l'abondance et le respect, sans avoir à vous justifier auprès de qui que ce soit. Et si ce contenu vous ouvre les yeux, abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez la cloche et soyez présent à chaque nouvel épisode de cette série. Ce n'est pas une simple vidéo. C'est le début d'une révolution intérieure qui se reflètera dans vos résultats. Vous n'êtes pas seul. Il existe une armée de personnes silencieuses, comme vous, qui décident de sortir de la stagnation et de construire quelque chose que leurs parents n'ont jamais pu faire et que leurs enfants n'oublieront jamais. Regardez la vidéo suivante maintenant et découvrez les 7 comportements automatiques qui vous maintiennent pauvre, même lorsque vous essayez de tout faire correctement.